Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc nous démarrons ce webinaire. Comme je le disais, en introduction, nous l'avons un peu voulu comme une préparation au salon Évolution qui se tiendra fin octobre, pour vous donner un peu des éléments qui vous permettent de mieux connaître, ce qui se passe autour de l'hydrogène dans les Hauts-de-France. Alors, sur la slide suivante, vous allez voir un peu le déroulé de ce que nous avons prévu. On va d'abord se présenter, à la fois Pôle Énergie et puis la délégation régionale de France Hydrogène. Vous rappelez ensuite les drivers de ce marché de l'hydrogène, c'est à la fois des objectifs donnés par l'État et puis une réglementation qui en fixe le cadre. Il y a les atouts de la région Hauts-de-France aussi que nous détaillerons. Et puis, nous aborderons cette notion de bassin que France Hydrogène a forgé. Donc, bassin hydrogène, c'est quoi cette notion de bassin et c'est quoi le bassin hydrogène Hauts-de-France? Qu'est-ce qu'on va trouver comme projet, comme cartographie, comme besoin des industriels? Nous essaierons de donner une figure à tout cela. Et puis nous reviendrons sur le salon Évolution et puis vous parlerons enfin des prochains événements. Et je peux d'ores et déjà vous dire que nous aimerions que ces webinaires soient de plus en plus fréquents autour de la question de l'hydrogène et nous vous expliquerons comment. Alors, peut-être un mot sur Pôle Énergie. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous sommes un pôle d'excellence régional basé à Dunkerque. Nous avons pour vocation de promouvoir, industrialiser les solutions de la transition énergétique avec les entreprises et les collectivités de la région Hauts-de-France. Nous intervenons sur beaucoup de domaines, vous les avez là, c'est l'efficacité énergétique, c'est aussi les réseaux énergétiques intelligents, c'est tout ce qui concerne la décarbonation de l'industrie et c'est un vaste sujet aujourd'hui. Les solutions bas carbone, donc on va y trouver les ENR, on va y trouver le biogaz et donc aussi l'hydrogène. Euh, et puis un aspect aussi formation, comment dire, structuration de start-up, aide à des start-up à se développer. Voilà, nous sommes plus de 150 membres aujourd'hui, qui regroupons toute la chaîne de valeur de l'énergie dans les Hauts-de-France. Donc on va retrouver les acteurs de la production, du transport et de la distribution, les opérateurs de réseau, les électro-intensifs, et puis bien sûr toute une série d'équipementiers, de prestataires de services qui offrent des équipements, des services sur le marché de l'énergie dans les Hauts-de-France. Nous trouvons également des réseaux que vous avez là, des territoires, des collectivités, et puis le monde académique à travers des universités ou des grandes écoles. Voilà, voilà un peu la cartographie de Pôle Énergie. Nos missions, et c'est peut-être là où ça va peut-être intéresser certains, c'est que nous sommes un peu des catalyseurs de projets dans les Hauts-de-France. Donc, on apporte une expertise qui peut aider des entreprises ou même des collectivités à définir des projets, c'est la première chose, à les concrétiser, soit par le biais de rédaction de plans de financement, soit par une aide pour comment dire, finir un tour de table, compléter un tour de table, soit aussi pour rechercher des partenaires, soit pour inscrire les entreprises ou les projets dans des programmes existants, des programmes qu'ils soient régionaux, nationaux ou même européens. On interviendra sur beaucoup de domaines. Ça peut être aussi ça peut être en grande partie, évidemment, ça aura une visée concernant la stratégie de décarbonation. Et puis, nous avons un rôle de formation, de sensibilisation, et c'est peut-être le rôle que l'on joue aujourd'hui dans ce webinaire. Alors ça, c'est pour Pôle Énergie. Nous sommes aussi, depuis le début de l'année 2021, la délégation régionale de France Hydrogène. J'étais à Paris cette semaine et j'ai rencontré le staff de France Hydrogène. Alors, France Hydrogène, c'est l'association qui porte le lobbying, qui porte l'animation de la filière hydrogène pour la France entière, et donc qui a constitué des délégations régionales dont nous avons la charge pour les Hauts-de-France. Donc, ça veut dire un lien plus particulier avec France Hydrogène, porter les actions de France Hydrogène auprès des territoires, faire remonter aussi les besoins des territoires, des acteurs locaux, pour que France Hydrogène comprenne mieux les actions qu'elle doit mener auprès du gouvernement. Donc voilà, c'est un peu toutes les actions. Je vous ai mis là les membres
de la délégation régionale. Donc c'est une délégation qui comprend 25 membres aujourd'hui. Vous avez un bureau, on va dire, un pôle qui regroupe à la fois le délégué régional et puis les délégués régionaux adjoints. Donc parmi les adjoints, on va trouver Inamix, NJ, Enertrag et H2V. Et puis, bah, après, les autres sont des membres de la délégation. Je ne vais pas détailler tous ces membres, mais vous avez une grande diversité, qu'ils soient en région ou qu'ils ne soient pas en région. C'était le choix de France Hydrogène d'avoir aussi la possibilité que des membres de France Hydrogène, mais extérieurs au territoire régional, puissent être adhérents de la délégation, enfin, ou plutôt participer à la délégation régionale. Voilà. Vous retrouverez ces documents sur le PowerPoint qu'on pourra vous envoyer après la réunion. Alors, il y a une coordination, bien sûr, entre ces deux instances, une articulation, c'est la slide suivante, entre Pôle Énergie, qui est un peu l'outil du conseil régional pour animer la feuille de route hydrogène, cette feuille de route qui a, je ne sais plus, 2 ans ou 3 ans d'âge, 2 ans, je crois. Et on l'anime comment? On l'anime par un suivi de projet assez précis, qui est hebdomadaire. C'est une réunion qui a lieu entre l'ADEME, le conseil régional et nous pour suivre les projets, voir où sont les points bloquants et pouvoir aider, s'il le faut, à débloquer ces points bloquants. Il y a un lien avec NFI. NFI est l'agence qui promeut la région auprès d'investisseurs étrangers. Et donc, nous avons des contacts réguliers parce que, bien évidemment, il y a des sociétés qui frappent à la porte de la région pour s'installer. Et donc, nous sommes là pour un rôle d'attractivité auprès de la région. Et puis, il y a des groupes de travail internationaux, que ce soit avec le Benelux ou, par exemple, le Triangle de Weimar. Ce sont des lieux où on peut faire du partage d'expérience, mais c'est aussi des lieux où on peut réfléchir à des infrastructures communes, à des problématiques communes concernant l'hydrogène. Et puis le CORHYDRE. Alors le CORHYDRE, c'est le collectif opérationnel régional de l'hydrogène, qui est un collectif qui est encore émergent, qu'on n'a pas vraiment réuni ou constitué de manière formelle, mais il est dans les intentions de la région, du conseil régional, pour en fait structurer l'ensemble de la région sur la question hydrogène. On le voit un peu comme un parlement, comme un lieu où tous les acteurs de l'hydrogène pourront s'exprimer, faire remonter les besoins et donner à la région le pouls de l'avancée de l'hydrogène dans la région. Alors, il faut savoir que ça ne concerne pas l'hydrogène, ça n'est pas simplement la question, bien sûr, des énergéticiens, c'est aussi celle des industriels qui ont besoin de se décarboner, de tout le secteur des transports, mais c'est aussi la question de secteurs qui ont besoin de se convertir à l'hydrogène. C'est le cas de toute l'industrie des transports, donc c'est l'industrie automobile, c'est l'industrie ferroviaire, c'est la construction navale. Et tous ces secteurs-là ont à se poser la question de l'hydrogène, mais c'est aussi les matériaux, les réservoirs, et tous ces branches de l'industrie ont à se confronter à la question de l'hydrogène pour voir comment s'adapter à ce marché naissant. Voilà, et France Hydrogène, j'en ai parlé. Les deux, quelque part, Pôle Énergie se trouve un peu à la charnière entre les deux, et c'est évident qu'il y a une coordination, en tout cas un dialogue entre les deux structures. Voilà, alors je continue sur les aspects réglementaires. Le marché de l'hydrogène, finalement, a des drivers, c'est-à-dire que, bien sûr, un des drivers principaux, c'est la décarbonation, c'est le fait d'avoir un hydrogène vert qui va pouvoir servir à la fois de carburant, mais de combustible, et qui va pouvoir aider l'industrie à se décarboner. Donc, il y a des objectifs nationaux, on va en reparler, mais il y a aussi une réglementation qui se met en place qui accompagne ces objectifs nationaux. Alors, rapidement, ce que je vous propose, c'est de passer en revue l'ensemble de ce cadre européen et national réglementaire concernant l'hydrogène. Alors, c'est d'abord le Green Deal européen. Le Green Deal européen qui propose la neutralité, qui se donne comme objectif la neutralité carbone d'ici 2050. C'est un certain nombre de mesures. La promotion d'un système connecté et flexible centré sur l'efficacité énergétique, puis sur l'utilisation des sources ENR locales.
C'est aussi la priorité à l'hydrogène renouvelable à partir des ENR électriques, sans occulter d'autres formes d'hydrogène bas carbone, c'est important de le souligner. Le soutien financier pour la production d'hydrogène par électrolyse. Donc l'objectif, je rappelle, il est de 6 gigawatts pour l'UE d'ici 2024, puis 40 gigawatts d'ici 2030, et puis un déploiement plus généralisé à partir de 2040 jusqu'en 2050. Deux outils, un consortium qui est l'Alliance européenne pour l'hydrogène, qui travaille à la construction d'infrastructures pour faire émerger un marché commun de l'hydrogène. Et puis les projets IPCEI, vous en avez entendu parler. Ce sont des projets à grande échelle qui rassemblent des entreprises, des centres de recherche, des États membres et qui ont pour objectif d'apporter un soutien, des bénéfices substantiels pour des objectifs stratégiques de l'Union européenne. L'important à retenir de ces projets IPCEI, c'est qu'ils vont pouvoir subventionner, aider les projets au-delà des règles traditionnelles d'aide d'État qui sont instituées par l'Union européenne. J'ai plus en tête le nombre de projets qui ont été déposés en France. Je crois que c'est de l'ordre de 16 à 18. J'ai plus le chiffre en tête, mais en tout cas, il y en a deux qui sont retenus pour la région Hauts-de-France. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis, il y a la stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène. Je rappelle juste les chiffres, mais vous devez sans doute commencer à les connaître. 7 milliards d'euros d'ici 2030, dont 1,5 milliard pour justement les projets IPCEI, et puis un objectif de 6,5 gigawatts d'électrolyseurs d'ici 2030. Alors, plus récemment, parce que ça date de cet été, c'est le paquet réglementaire Fit for 55, voilà, il vaut mieux le dire en anglais, Fit for 55, qui a été présenté par la Commission européenne le 14 juillet dernier et qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport à 90. Donc, ce qui est prévu dans ce paquet, c'est la refonte du marché des quotas d'émissions. Donc, c'est la réduction du nombre de quotas disponibles pour finalement avoir pour effet d'augmenter le prix de la tonne de CO2. C'est la mise en place d'un quota obligatoire d'hydrogène renouvelable dans les process industriels de 55% d'ici 2030, et puis une taxe carbone aux frontières de l'UE, et donc conséquemment la suppression des quotas gratuits. Donc ça, c'est quelque chose qui va un petit peu changer le paysage, en tout cas pour les énergivores, pour les électro-intensifs. Et puis, on a également dans ce Fit for 55 des mesures concernant la réduction des émissions de CO2, alors 50% sur les véhicules neufs à partir de 2030, et ça devrait être 0%, zéro émission à partir de 2035, et une obligation faite aux États membres d'installer des stations de recharge tous les 60 km pour les véhicules électriques et 150 km pour les véhicules électriques qui fonctionnent à l'hydrogène. Voilà. Donc ça, c'est évidemment un impact direct pour notre filière. Voilà, augmentation de la part des carburants alternatifs dans le secteur maritime et il manque un mot, c'est le secteur de l'aviation, voilà, bien sûr. Autre dispositif réglementaire, après Fit for 55, c'est ce qu'on appelle RED 2 et bientôt RED 3. Donc RED, ça veut dire Directive Renewable Energy. Donc c'est une directive qui promeut l'utilisation des ENR avec un objectif de 32% d'ENR dans la consommation finale brute d'énergie en 2030. Et bientôt, on aura RED 3 qui devrait s'appliquer avec un élargissement du spectre d'application. Je parlerai également des zones à faible émission, les ZFE. Alors, c'est plus ancien, mais finalement, c'est important de le mentionner. 10 ZFE en 2021, vignette critères pour écarter des centres-villes les véhicules les plus polluants. C'est aussi un driver finalement pour l'hydrogène. Les taxis parisiens le savent bien. Ces zones, cette vignette critères aura des critères plus durcis, on va dire, à partir de 2025. Autre mesure, c'est le bonus écologique renforcé pour les bus, autocars, poids lourds à hydrogène. Donc 20 000 euros pour un bus, 50 000 euros pour un camion, 7 000 euros pour les véhicules utilitaires légers. Et puis, dans ce cadre-là, on peut aussi mentionner l'appel à projet ADEME, écosystèmes territoriaux, qui est déjà largement en cours et qui se renouvelle. C'est l'un des rares dispositifs qui existent aujourd'hui pour le financement des stations hydrogène. Autre mécanisme, bon, il faudrait rentrer dans le détail,
Bien sûr, la BEI, la banque de financement, la banque des territoires, pardon, ont des dispositifs de financement pour des projets hydrogène et de même les certificats d'économie énergie pour la mobilité propre. L'hydrogène n'est pas mentionné aujourd'hui, mais pourra l'être certainement demain. C'est en tout cas une question qui est posée. Et puis, les projets IPCEI, j'en ai parlé. Aujourd'hui, vous avez deux projets qui existent. Il s'agit d'Air Liquide pour un projet régional et puis Arcelor pour son usine de Dunkerque. Bon, c'est des projets qui sont en cours d'instruction dont on sait peu de choses pour le moment. Voilà. Alors, un autre point qui importe pour comprendre ce marché de l'hydrogène, c'est le driver des prix de marché de l'hydrogène. Donc ce graphique qui provient du ministère de la Transition énergétique est là pour montrer que oui, il y a une question sur le prix de l'hydrogène, mais il peut y avoir une vision d'un hydrogène rentable à l'échelle qu'il faut situer autour de 2024, si on regarde bien la courbe, puisque on voit sur cette courbe que le coût du kilo d'hydrogène pourra passer en dessous du seuil de rentabilité à partir de 2025 à peu près, oui, c'est ça. Et vous voyez que le volume de production, enfin en tout cas de consommation de l'hydrogène, concerne avant tout la décarbonation de l'industrie. C'est le driver numéro un. Vient ensuite la mobilité et viendra enfin seulement à partir de 2026 les questions de stockage et d'injection dans les réseaux de gaz. Alors, j'en ai terminé sur cette question des drivers. Donc, vous voyez que il y a quand même, oui, il y a un certain nombre d'incitations pour passer à l'hydrogène. Quels sont les atouts de la région Hauts-de-France sur ce marché de l'hydrogène? Alors, la première chose que l'on peut dire, c'est que l'hydrogène dans les Hauts-de-France, c'est pas une histoire récente, c'est une histoire ancienne. Le réseau hydrogène qui existe, il y a 240 kilomètres de réseau hydrogène dans les Hauts-de-France. C'est un réseau qui est relié au port du nord de l'Europe, donc bien sûr d'Anvers et de Zeebrugge, Anvers et Rotterdam. C'est un réseau en France qui fait 240 kilomètres avec une capacité annuelle de 250 millions de normomètres cubes. En France, il est géré c'est un réseau privé, il est géré par Air Liquide. Il relie 14 sites industriels. Alors c'est un réseau qui date de 1966, il a été racheté par Air Liquide plus tard. Et il a bien sûr comme point d'orgue, enfin je ne sais pas s'il faut parler comme ça, mais l'usine de liquéfaction de Oisier, qui est le plus grand liquéfacteur d'Europe et qui avait été construit essentiellement pour prévoir la liquéfaction d'hydrogène pour les projets d'Ariane Espace. Alors ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est un certain nombre de démonstrateurs. Il y a eu Altitude, expérimentation d'un carburant qui est l'ITAN, qui fut expérimenté de 2005 à 2010 à Dunkerque. Il y a eu également à Dunkerque, tout près de Dunkerque, le démonstrateur GRID. Ça, c'était un projet mené par Engie entre 2010 et 2018, qui a visé à tester la pertinence technique et économique d'un composant naturel, enfin de l'hydrogène dans l'habitat et les transports, enfin d'un mix entre hydrogène et gaz dans les transports. Et puis, on peut aussi citer comme projet, comment dire, emblématique, précurseur, eh bien, l'Ikangoo et l'Imaster à Maubeuge, fabriqué par Renault depuis 2012. La région Hauts-de-France est aussi un certain nombre d'atouts énergétiques qui correspondent bien avec les besoins de l'hydrogène. Alors, c'est d'abord une production électrique qui est excédentaire. On parle de 52 TWh de production et seulement 46,5 de consommation. Donc, le delta, c'est forcément de l'export ou en tout cas une capacité disponible.
Une production électrique qui est couverte à 100 par la centrale de Gravelines, 20 par des ENR. Ça veut dire qu'il y a un fort potentiel d'électricité décarbonée, donc qui correspond bien aux besoins d'hydrogène décarboné dont on parle. Mais des projets aussi à venir, c'est l'EPR d'une part. Bon, s'il y en a deux, ça fera deux fois 1600 mégawatts. Parc éolien offshore de 600 mégawatts au large de Dunkerque, prévu pour 2026. Et on peut parler finalement aussi des projets voisins, même s'ils ne sont pas dans la région Hauts-de-France. C'est Dieppe, le Tréport, avec 500 mégawatts prévus pour 2023. 8700 km de réseau de transport électrique connectés au réseau européen, 4200 km de réseau de transport de gaz naturel avec 2 sites d'entrée dans la région Hauts-de-France. C'est Lune Plage et Piet de Gamme pour le gaz norvégien, et puis Tenière pour le gaz hollandais. Et puis des ENR en plein développement, 4900 MW d'ENR électriques et 350 de biogaz installés. Voilà. Donc ça veut dire que la région a les atouts qu'il faut en termes de réseau électrique et gazier pour se développer, pour développer de la production et du transport d'hydrogène. Alors, sur les usages, il y a aussi les atouts. Les Hauts-de-France sont la première région pour la construction ferroviaire, et on n'est pas étonné qu'Alstom ait inauguré et fait son premier test de train à hydrogène à Valenciennes. C'est la deuxième région pour la construction automobile, première région pour la fabrication de verre, forte industrie sidérurgique, métallurgique, à Dunkerque, on le sait bien, nombreuses industries électro-intensives, berceau aussi de la grande distribution, et donc le lien direct avec la logistique. De nombreuses zones industrielles qui ont forcément à leur côté, dans leur cercle, la sous-traitance, que ce soit en chaudronnerie, tuyauterie, assemblage, avec des productions intégrées qui créent finalement de véritables écosystèmes en lien avec les hubs de transport multimodaux. Et puis, cette question de la décarbonation de l'industrie qui est déjà bien présente. À Dunkerque, c'est un fait établi, puisqu'un collectif CO2 s'est constitué déjà depuis 2 ans pour réfléchir à la décarbonation de l'industrie, avec cette idée que si l'industrie ne se décarbone pas, elle meurt finalement. Et donc, cette idée de passer du premier site émetteur de CO2 au premier site de production de produits décarbonés. Donc ça, c'est un enjeu qui est sur lequel Dunkerque est bien situé, mais la région devrait suivre, Valenciennes et tous les territoires des Hauts-de-France où une industrie est présente. Il y a une densité des réseaux de transport, que ce soit transport terrestre, fluvial et ferroviaire. 3600 établissements de transport routier sont recensés dans la région. Et puis, on l'a déjà un peu dit, l'intermodalité, la logistique sont des points forts de la région Hauts-de-France et concernent donc le développement de l'hydrogène, que ce soit à travers la plateforme Delta 3, qui fait transiter 19 millions de tonnes de fret par an, le port de Dunkerque, qui verra multiplier par 7 le nombre de conteneurs d'ici 2030, ou le canal Seine-Nord, qui reliera en 2028 le bassin de la Seine, la région parisienne, à l'Europe du Nord, en raccordant l'Oise et le canal Escaut, le canal Dunkerque-Escaut. Voilà. Alors, je vous ai mis dans la slide suivante, une slide qu'on ne va surtout pas détailler, la slide suivante, voilà, qui est le top 100 des usines de production des Hauts-de-France, mais c'est simplement pour vous montrer qu'il y a une richesse industrielle dans les Hauts-de-France. Et puis, sur le carré de droite, c'est le top 30 des fournisseurs d'équipements de solutions hydrogène dans les Hauts-de-France. Donc, c'est simplement un point pour vous dire que la région est fortement dotée en industriel et en équipementier pour accompagner la filière des Hauts-de-France. Alors, de nombreux projets sont en cours dans les Hauts-de-France. Le projet le plus emblématique, il y en a deux historiquement, on va dire, c'est le projet de bus à hydrogène du syndicat mixte des transports d'Artois-Gohelle. C'est une ligne qui a été mise en service en 2019 avec 6 bus hydrogène de marque Safra qui parcourent 70 000 km par an. Et donc, ils sont alimentés par une station hydrogène qui a été installée par Engie avec des électrolyseurs McPhy. Voilà. Le deuxième projet qui est intéressant, c'est Carrefour à Vendin-le-Vieil,
Donc c'est un carrefour c'est comment dire, une plateforme logistique de redispatching des marchandises. Et donc, il y a une station de recharge en hydrogène qui a été installée par Air Liquide en 2018 pour des chariots élévateurs de marque Steel. Donc, cette base logistique a 137 chariots. Et donc, l'alimentation en hydrogène de cette base logistique, c'est une première européenne par le volume, puisqu'en fait, on a 24 tonnes d'hydrogène par an qui sont livrés par trailer. Donc, c'est en gros 3-4 camions d'hydrogène qui viennent toutes les semaines et qui délivrent par trailer de l'hydrogène à 250 bars, qui est recomprimé avant d'être distribué dans des stations de distribution réparties dans la base logistique. Voilà, ça c'est 2 projets qui existent, qui tournent. Vous avez également en projet une station multiservice Proviridis qui est près du CIMEVAD, donc c'est la zone logistique Delta 3, avec la SEM Énergie Hauts-de-France et puis la société d'ingénierie ETIA. Donc ça sera une station multicarburant, GNV, hydrogène, électricité, et qui intégrera aussi une fonction de pyrogazéification de déchets. Je vous en ai parlé tout à l'heure, ce projet de TER. Alstom a testé son train à hydrogène sur le circuit, le centre d'essai ferroviaire de Valenciennes, en présence du ministre délégué auprès de la mission de la transition écologique, pardon. Donc ça, c'était au mois de septembre, c'est tout récent, juste avant les journées hydrogène. Et puis alors après, beaucoup, et on ne pourra pas les détailler ici, beaucoup de projets auprès de collectivités qui ont amené à plusieurs dépôts de projets par l'ADEME, auprès de l'ADEME, pardon. C'est l'appel à projets dont on a parlé, écosystèmes territoriaux hydrogène, et qui concerne des transports urbains ou des collectes de déchets ménagers. Voilà. Alors, je voudrais avoir une page sur la recherche, parce que ça me semble important de montrer qu'il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent sur l'hydrogène dans les Hauts-de-France. Vous avez l'unité de catalyse et de chimie du solide, UCCS, qui travaille sur le stockage solide de l'hydrogène, production d'hydrogène décarboné par catalyse et photocatalyse, l'optimisation de matériaux, mise au point de nouveaux matériaux, mais aussi conception de générateurs d'hydrogène à partir de bioéthanol. Donc c'est je ne sais pas comment il faut dire, c'est une union entre différentes universités, ce laboratoire, l'Université de Lille, l'Université d'Artois et puis l'École centrale de Lille. Vous avez également à l'Université de Lille le laboratoire Cristal, qui est le centre de recherche en informatique signal et automatique, qui modélise et pilote des systèmes multisources de production et stockage d'hydrogène et optimisation des rendements. Vous avez également l'UMET, qui est l'unité matériaux et transformation, qui est pilotée par l'Université de Lille, et aussi le CNRS qui est membre de France Hydrogène. L'USAVE, qui est l'unité de chimie environnementale et interaction sur le vivant, qui est un laboratoire de l'ULCO. L'ULCO, c'est l'Université littorale Côte d'Opale, qui est à Dunkerque et Calais, et Boulogne, je ne sais plus. Oui, Boulogne, exactement. Et qui travaille sur le reformage catalytique du biogaz en hydrogène. Également, l'ULCO a le laboratoire qui s'appelle UDSMM, Unité de dynamique et structure des matériaux moléculaires, qui travaille sur des nouveaux matériaux pour électrodes, pour les électrolyseurs de type pile à combustible ou électrolyseur à oxyde solide. Et puis l'INERIS, qui est en Picardie, qui travaille sur l'analyse des risques liés au vecteur hydrogène. Alors, je vous ai mis dans la page après les dernières thèses, puisque finalement, c'est comme ça que la recherche travaille. Je ne sais pas s'il faut les passer en revue, mais ce sont des choses très pointues, mais qui demain pourront aider l'électrolyse, enfin la production d'hydrogène à se faire à moindre coût. Donc, typiquement, voilà, UCCS, étude des interactions hydrogène. Alors, MOF, ça veut dire Metal Organic Framework. Donc par résonance magnétique nucléaire, hein, voilà, c'est pour optimiser la capture et la détection de l'hydrogène. L'UCEV qui travaille sur la valorisation catalytique du CO2. L'UDSMM qui travaille sur des électrodes innovantes pour les piles à combustible, les SOFC.
l'UCCS, qui travaille sur la caractérisation de cellules complètes pour piles à combustible et électrolyseurs haute température, ça c'est certainement l'avenir. L'UMET, l'unité de matériaux de transformation, qui travaille sur les matériaux, la fragilisation par l'hydrogène d'un acier ligne duplex, et puis l'USAVE, purification de biogaz par biofiltration et valorisation énergétique par reformage catalytique. Voilà. Alors, on en vient à cette. Alors, je ne sais pas si j'ai pas dit, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. J'ai un débit peut-être qui est un peu. Tout le monde dit tout est OK. Donc, ça, voilà. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le site et puis on essaiera d'y répondre. Alors, je continue sur cette notion des bassins à hydrogène qui a été présentée lors des journées hydrogène qui ont eu lieu début septembre à Dunkerque, justement, ces journées qui ont réuni 1200 personnes, donc qui ont été un grand succès. Et donc, le président de France Hydrogène, Philippe Boucly, a insisté sur cette notion de bassin. Pourquoi? Parce que entre les objectifs nationaux tels que je vous les ai présentés tout à l'heure et la réalité, eh bien, il fallait peut-être trouver une maille intermédiaire pour raisonner et aussi peut-être aussi pour se dire que le temps n'est plus à la dispersion des moyens financiers sur des tout petits projets éparpillés sur l'ensemble du territoire national, mais qu'il fallait se concentrer. Et donc, c'est l'ambition de cette notion de bassin, alors qui part d'une situation de référence qui est l'ambition 2030. Donc, vous voyez 680 000 tonnes à l'échelon français pour 2030, donc qui se répartissent entre l'industrie, 475 000 tonnes, la mobilité, 160, et puis l'énergie, un pouillème pour le moment, euh, euh, et qui peut comment dire, se booster par justement en tenant compte des dernières réglementations, notamment Fit for 55. Donc c'est l'ambition plus 2030, on passerait à 1090 000 tonnes, donc 1 million de tonnes par an. Pour donner une référence, le marché français de l'hydrogène gris pour l'industrie, c'est 950 000 tonnes à peu près par an. Donc, vous voyez là déjà une bonne relation des chiffres. Vision 2040, donc c'est une vision plus ambitieuse avec 2590 000 tonnes. Et puis, vision plus 2040, 3730 000 tonnes. Voilà, avec, vous voyez un dégradé entre l'industrie et la mobilité. Il y a un moment, on ne sait plus très bien. Mais bon, ce sont des projections. Je passe à la slide suivante où vous avez le détail pour les 680 000 premières tonnes. Vous voyez que l'industrie est largement majoritaire. Ensuite, la mobilité et le secteur énergétique pour 45 000 tonnes. Et même si l'on prend en compte Fit for 55, vous voyez que l'industrie reste le principal pourvoyeur des besoins en hydrogène pour sa filière. La mobilité suit et l'énergie, stockage et réseau continuent de se développer. Alors, c'est quoi ces bassins? Eh bien, ces bassins correspondent avant tout à l'identification de chaînes d'approvisionnement intégrées où la production et la consommation se concentreront autour d'un modèle logistique. Voilà l'idée qui a présidé à la constitution de ces bassins. L'idée, c'est de partir de là où ça cristallise le plus, donc de projets existants, et de se dire autour qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il peut y avoir, qu'est-ce qu'il y aura, et d'essayer de définir à la fois d'abord des besoins de consommation à venir, selon les échéances que je vous ai données, 2030, 2040, et de voir quels sont les moyens de production possibles, et de se dire finalement on a un ensemble qui peut être unifié par un modèle logistique. Alors quand on dit modèle, on entend différentes choses. Ça peut être du on-site, donc ça veut dire un énergéticien ou un producteur d'hydrogène dédié à un industriel, ou quelque chose centralisé, semi-centralisé. Donc c'est une vision de pipeline finalement, de conduite d'hydrogène, et voire de navettes par des trailers, des camions pour alimenter des zones un peu plus éloignées ou des stations, des choses comme ça. Les travaux de France Hydrogène, avec son consultant, ont amené à définir 7 bassins qui, à eux seuls, couvrent 85%
de la consommation d'hydrogène prévue aux horizons qu'on a mentionnés tout à l'heure. Cela représente entre 6,5 et 10 gigawatts d'hydrogène à produire en puissance, entre 37 et 60 TWh de consommation électrique et 685 km de réseau. Bon, je passe 800 à 1000 unités de stockage et entre 1000 à 1700 stations hydrogène, majoritairement publiques. Alors, bien sûr, on va s'intéresser au bassin des Hauts-de-France. Ça, c'était une introduction. Donc, c'est la slide suivante. Et justement, Damien est là pour venir vous en parler. Donc, je lui laisse la parole. Bonjour, bonjour à tous. Je reprends la parole. Bravo Jean d'avoir tenu jusqu'ici. Alors les bassins. Donc comment concrètement la vision nationale se traduit en opportunités régionales. Donc plusieurs bassins, en tout cas plusieurs gros sites potentiellement consommateurs identifiés et des gros consommateurs identifiés en région. Le plus gros, et pour ceux qui sont déjà un peu de la partie, le plus gros identifié, c'est celui de Dunkerque, hein, où on parle de production massive entre H2V 59, un projet ArcelorMittal et autour de l'acier bas carbone et de la Direct Reduction Iron, sur lesquels il y a un IPCEI qui a été déposé. On parle de plusieurs dizaines de milliers de tonnes. Le projet de production H2V 59, avec plus de 28 000 tonnes. Hein, on parle quand même de production de plus de 200 mégawatts dans une première phase. Et le projet Reuse, autour de la décarbonation du site de DK6, DK6 étant la centrale thermique associée à ArcelorMittal, de plus de 333 mégawatts d'électrolyse. Et si on descend, on voit tout de suite dorsale se dessiner avec des points de consommation autour de la MEL, où on parle déjà de gros projets de décarbonation, notamment des flottes de bus et de BOM, autour de Valenciennes Métropole et du Grand Hainaut de manière plus large, autour de la décarbonation de la logistique, des flottes de bus. Et puis, un projet qui a aussi déposé à l'appel à projet ADEME, qui s'appelle Somme Hydrogène Vert, du côté de la CC2SO, donc du côté d'Amiens. Si on regarde, on parle en France, hein, sur les Hauts-de-France, de plusieurs milliers de tonnes de consommation d'hydrogène, plusieurs centaines de milliers de tonnes, et d'abord, dans un premier temps, sur les projets identifiés, on parle bien de projets identifiés, projets actifs, plus de 230 000 tonnes autour de l'industrie, et principalement autour de l'électrolyse, et aussi autour de la réutilisation d'hydrogène fatal. Mais clairement, dans un premier temps, on parle d'électrolyse de l'eau. Pas de projet de vaporéformage pour l'instant qui sont avec CCS qui sont identifiés aux régions. Il pourrait y avoir d'autres projets, notamment autour de la pyrogasification. Jean, tu l'as abordé tout à l'heure, mais il pourrait y avoir d'autres projets à venir. En tout cas, ceux-ci sont des projets identifiés. Si on va un peu plus loin, Pôle Énergie avec les CCI Hauts-de-France, Côte d'Opale et Grand Hainaut ont réalisé une enquête à la maille régionale auprès de 450 industriels et 120 répondants qui sont de potentiels consommateurs ou des consommateurs actuels. Entre autres, les transports routiers, hein, frais de proximité et périurbains, les utilisateurs de la sidérurgie, la fabrication du verre et la fabrication de produits chimiques. Tout de suite, 3 secteurs d'activité émergent, clairement. Hein, il n'y a pas de question à se poser aujourd'hui. Un secteur autour des gains industriels et puis le secteur de la sidérurgie et du verre qui sont clairement des consommateurs actuels, des consommateurs aussi à venir sur de nouveaux usages. Et puis, 4 zones géographiques, hein, on va retrouver un petit peu l'idée des bassins qui émergent.
une zone côte d'Opale autour de Dunkerque et du Grand Port Maritime, une zone autour de la Melle dans son ensemble, une zone autour du Grand Hainaut, et puis une zone autour de Compiègne. Cette étude, si on la croise un petit peu avec les réseaux de transport de gaz existants, vous voyez qu'il y a quand même un recoupement, et c'est un de nos vrais atouts en région. Jean, tu l'as dit tout à l'heure, c'est cet immense réseau de gaz, hein, de plus de 4200 km. Et quand on pousse un peu la réflexion, on se dit que ces réseaux qui pourraient être en partie réutilisés, transformés pour être passés à l'hydrogène à la manière de ce qui est prévu sur le projet Mosaïque, sur lequel on fera peut-être on fera peut-être un prochain événement pour regarder ce que fait le Grand Est. Quand on regarde donc, on a un premier réseau qui apparaît, qui vient regrouper les plus gros sites producteurs et consommateurs, avec un réseau qui pourrait, et là j'utilise bien le conditionnel, partir de Dunkerque, aller vers Saint-Omer, irriguer le Grand Hainaut et revenir vers la Melle, et puis descendre avec certainement une antenne vers Amiens, peut-être avec un autre mode que le pipe, et une descente vers Compiègne pour alimenter un des gros projets qui est hors région, mais alors qui va être un des plus gros consommateurs dans les années à venir, qui est la plateforme aéroport de Paris, de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Voilà, c'est une préfiguration, c'est une idée, mais clairement, l'avenir qu'on voit se dessiner n'est pas que sur des productions centralisées captives, mais avec peut-être un réseau partagé, plusieurs producteurs, plusieurs consommateurs, qui permettrait à la fois de mutualiser les risques et certainement auprès des industriels d'obtenir des coûts les plus, en tout cas d'avoir plusieurs fournisseurs. Je vois une question autour du secteur de Compiègne-Creil. Là, on a dessiné que le réseau Hauts-de-France, mais un réseau n'a de sens que s'il est interconnecté. Donc, pourquoi pas, effectivement, et c'est quelque chose qu'on a aussi en tête, et je pense que les gaziers sont aussi en train de réfléchir à ce sujet, relié avec l'axe Seine, hein, puisqu'il y a un bassin Seine qui a été identifié, qui viendrait rejoindre Rouen, le Havre et les ports de Paris avec ces réseaux. Voilà, tout à fait une possibilité, Madame Bugnier. Ok, alors rien dans le Douaisis, si certainement je rejoins chez Kib. Il y aura certainement des projets dans le Douaisis, donc il y a déjà des projets qui ont été identifiés. Est-ce que ce sera par pipe dans un premier temps, oui ou non? Ça, c'est une bonne question. De toute façon, là, voilà, c'est un pari sur le futur, c'est une vision peut-être 2040 ou 2050. Ce sera à chacun de. Ce sujet est à faire avancer, mais en tout cas, c'est une préfiguration. On voit qu'on passe en tout cas pas loin et les antennes sont tout à fait envisageables. Si on va plus loin, on a beaucoup parlé usage lié à l'industrie. Il y a aussi quelque chose que nous, on voit apparaître à travers notamment une étude qu'on a réalisée avec l'ADEME autour de la méthanation, et notamment la méthanation autour des sites de méthanisation. Donc la méthanation, hein, c'est la récupération du CO2 pour produire de l'hydrogène, excusez-moi, du CO2 qu'on associe avec de l'hydrogène pour reproduire du méthane. L'idée derrière, elle est double. C'est aujourd'hui, ce CO2 biogénique est relâché à l'atmosphère, donc c'est utiliser ce CO2
2, augmenter nos capacités de production de méthane, et qui serait alors du méthane de synthèse. Dans l'étude qu'on a réalisée, pour laquelle on a fait une présentation et on aura bientôt un rapport qui sera disponible pour tous, la vision, c'est que la méthanation pourrait permettre, en association avec la méthanisation, de faire de la région Hauts-de-France le futur Qatar de la France, le futur pays exportateur d'un gaz vert. Ça nécessitera des grosses quantités d'hydrogène pour pouvoir pour pouvoir réaliser ces réactions. L'intérêt, il est simple, hein, c'est que là, il n'y a pas besoin de convertir les pipes. Le méthane est aujourd'hui utilisable directement. Et donc, on retrouve une consommation, notamment chez les industriels, qui est peut-être qui permettrait de décarboner fortement leur industrie à partir de ce méthane de synthèse en association avec la méthanisation. Jean, je te repasse la parole pour la partie évolution. Voilà un peu, en tout cas, le contenu qu'on voulait vous donner sur une cartographie des Hauts-de-France. C'est un peu votre vadémécum. Vous recevrez la présentation dans, je sais pas, les jours qui viennent. Vous pourrez l'emporter avec vous. Si vous allez au salon Évolution, l'idée est que vous puissiez savoir tout ce qui se passe sur les Hauts-de-France et cela pourra peut-être vous aider dans vos discussions avec vos partenaires. Alors, le salon Évolution, je voulais juste vous rappeler, bien qu'il y a un stand qui vous y attend, le stand qui est le stand des Hauts-de-France. Donc, c'est en D22. Vous avez la flèche qui vous montre, et si vous ne savez pas où il est, eh bien vous visez France Hydrogène, on est tout à côté. Voilà. Et on n'est pas loin de l'ADEME non plus, donc vous voyez, on s'est bien positionné. Bon, info pratique, voilà, c'est le 27 et 28 octobre. Vous pouvez vous y inscrire encore maintenant, les entrées sont gratuites, c'est tout simple. C'est au métro aux Portes de la Villette. Il y a 224 stands qui sont répertoriés, en tout cas, c'est le calcul que j'ai fait il y a 2 jours sur le site, dont 97 membres de France Hydrogène. Alors, si vous visitez ce salon, venez sur le stand des Hauts-de-France, venez nous voir, on sera à votre disposition, que ce soit moi ou Damien. Bon, et c'est aussi une occasion d'échanger, de comprendre aussi vos besoins et puis de pouvoir vous accompagner si besoin est dans la suite de votre progression dans les Hauts-de-France. Voilà. J'ajoute, Ouais. Jean, que n'hésitez pas à profiter de ce stand pour faire vos réunions d'affaires et avoir un endroit Exactement. qui. Alors, vous pourrez poser votre par-dessus si besoin. Enfin, bon, je Exactement. pense qu'il y aura de toute façon un vestiaire, mais en tout cas, vous serez toujours accueillis. Il y aura du monde qui vous servira un jus d'orange ou un verre d'eau, etc. Donc, c'est un peu votre point de ralliement pour ce salon Évolution. Voilà. Alors, voilà un peu ce qu'on voulait vous dire. Je voulais simplement vous donner d'autres rendez-vous. Je pense qu'on va, comme je vous l'avais dit au début, généraliser ces webinaires. On avait créé un peu une espèce de marque qui était les breakfasts de l'énergie. Pendant le confinement, c'est devenu les webinaires de l'énergie. Bah, il ne nous manquait plus que les webinaires de l'hydrogène. Et ben, nous y sommes. Voilà. Donc, c'est la dernière marque. On fera un petit logo. On va travailler ça. Webinaire de l'hydrogène. Je pense que ça peut être l'occasion, à la fois pour la délégation France Hydrogène, mais aussi pour tous les partenaires de la région, d'échanger sur ce qui se passe dans la région autour de l'hydrogène. Donc, par exemple, j'ai appelé récemment le CETIM et on s'est mis d'accord qu'on pourrait faire quelque chose sur les travaux d'innovation du CETIM concernant l'hydrogène. Ils sont nombreux et ça n'est pas que dans les Hauts-de-France, il y a aussi dans d'autres régions, mais il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Tous les laboratoires dont on a parlé, je pense qu'ils pourraient intervenir sur leurs travaux de recherche dans les Hauts-de-France. On pourrait faire un retour d'expérience qui peut être bénéfique à la région. On a parlé tout à l'heure du Grand Est, le projet Mosaïque. On a discuté avec GRT Gaz. On montera certainement pour la région un événement autour qui explique ce qu'est ce projet Mosaïque et vous verrez qu'il peut y avoir des répercussions très directes pour nos zones industrielles. Les AAP, les appels à projets de l'ADEME, dès que les résultats seront publiés, eh bien les lauréats pourront peut-être détailler leurs projets.
le corridre, bon, il est à venir, je vous en ai parlé, c'est à la discrétion du conseil régional, notamment de Frédéric Motte, qui est le président de la mission REF 3. Et puis, ma foi, il y a aussi toutes vos suggestions. Alors, non, il n'y a pas de question, c'est une question. Si, voilà, toutes les suggestions que vous auriez pour alimenter ces webinaires. Donc, voilà, c'est un peu tout cela que l'on voulait vous partager aujourd'hui. S'il y a des questions, alors je ne sais pas si on peut les prendre à l'oral ou s'il faut que ça passe par l'écrit. Par l'écrit, c'est mieux, me dit-on. Donc, n'hésitez pas à les écrire. Et voilà, je vous laisse la parole. Est-ce qu'on a une idée de la temporalité, Jean? C'est quoi l'idée de ces Ces rendez-vous? webinaires, je pense qu'on va voir si on essaye d'en faire un d'ici la fin de l'année. Donc ça sera fin novembre, début décembre peut-être. Et puis sinon, on pourrait se dire que ça peut être un tous les un mois et demi ou 2 mois à partir de janvier prochain. Voilà, on est en train de construire tout ça. Et justement, s'il y a, alors je sais que Claire Bugner, qui chapeaute un peu tous les laboratoires dans les Hauts-de-France, elle nous écoute, puisqu'elle a posé une question tout à l'heure, bien, elle peut relayer l'information, mais on la relaiera aussi, demander au laboratoire finalement de venir présenter leurs travaux de recherche sur l'hydrogène. Alors peut-être on les groupera par thème, une fois ça sera sur les matériaux, une autre fois ça sera sur les électrolyseurs, une autre fois ça sera sur les questions je sais pas, d'automatisme, ou il y a le stockage aussi. Enfin bon, voilà, il faudra qu'on trouve une manière de regrouper les thèmes. Voilà. Est-ce que ce webinaire a rempli sa fonction? Je ne sais pas. En tout cas, je ne vois pas de questions additionnelles. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je nous donne rendez-vous au salon Evolution, au stand, en tout cas, ah ben merci, c'est gentil. Je vous donne rendez-vous au stand D22. Et puis, voilà, je crois qu'on a tenu, on ne savait pas trop combien de temps ça allait durer. On a tenu un petit peu moins d'une heure. Mais je crois qu'il ne faut pas un format beaucoup plus long pour ces webinaires. Donc, un grand merci pour votre attention et on vous envoie la présentation dans les jours qui viennent. Bonne fin de journée et à très bientôt pour parler d'hydrogène.